Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ne m'appelez plus jamais. Oh non, Ah oui, bah non. on avait vendu le France à l'époque pour qu'il soit baptisé Norway et maintenant malheureusement on ne vend plus grand chose. Non. Déficit commercial record, 20 milliards de mieux ou plutôt de moins bien que l'an dernier. L'an dernier c'était 64,7 milliards, cette année c'est 84,7 milliards. Alors à part l'aéronautique et le spatial, l'agroalimentaire, la chimie, les parfums cosmétiques, les produits de luxe et le tourisme, c'est dedans dans l'agroalimentaire. Tout est en négatif. Accrochez-vous bien, un fleuron de l'industrie française, l'industrie automobile. En 2004, 12,3 milliards d'excédents. Cette année, enfin l'an passé, 15,4 milliards de déficit auxquels on peut ajouter 2,5 milliards de déficit pour les équipements, notamment les batteries pour les voitures électriques qui sont toutes importées. Regardez ce qui s'est passé avec la pandémie, les vaccins, tous importés, les tests, tous importés. Accrochez-vous bien, encore une fois, la part des produits français dans les exportations mondiales a chuté de 60%, d'où notre grand débat. Déficit commercial record, est-ce la preuve du déclassement de la France? Et vous êtes 95% à dire oui. Avec nous, Pascal Delima, économiste. Pascal Delima, bonsoir. Bonsoir Philippe. Notre Bonsoir super Eric. économiste qui est Bonsoir là. Pascal. Salut. Est-ce que la Salut, pandémie n'a pas montré le déclassement de la France? Je prenais l'exemple des vaccins et des tests, Pascal Delima. S'il y a des classements, où sont aussi nos startups, n'est-ce pas? Puisqu'on a parlé il n'y a pas très longtemps de la French Tech. On aurait bien aimé que la French Tech en France puisse exporter aussi et faire parler de nous d'une façon qui soit d'une contribution positive à la croissance économique. Voilà, passé ce point-là, il y a des explications quand même à ce déclassement, parce qu'il y a un vrai déclassement, bien évidemment. On le voit depuis 20 ans, mis à part la petite pause 2012-2016, même en territoire négatif où il y a eu un mieux, c'est depuis 20 ans qu'on ne cesse de s'effondrer sur ce terrain-là. Voilà, côté exportation, vous l'avez dit, il y a un effet Covid, bien évidemment, parce que l'aéronautique, l'aérospatiale a été frappé de plein fouet par la crise de la Covid et ça prend beaucoup de temps, vous savez, dans l'aérospatial pour que tout cela redevienne normal. Certains partent de 6, 7, 8 ans. Et puis, côté importation, c'est l'explosion des importations, en particulier l'équipement des foyers, l'équipement des foyers, et puis surtout cette question de la facture énergétique. Mais enfin bon, nous sommes dans un monde mondialisé et humaniste, n'est-ce pas? Donc ça fait aussi travailler d'autres gens à l'extérieur. Donc nous devrions aussi d'une certaine façon être contents. Éric Revel. Oui, alors le chiffre que vous citiez, mon cher Philippe, tout à l'heure, sur les 60% de perte de part de marché, c'est sur 30 ans quand même. Oui, mais c'est énorme. Oui, mais c'est colossal. Bon, il y a évidemment, Pascal l'a bien dit, des facteurs conjoncturels. La facture énergétique, évidemment, nous plombe. On a un vrai sujet autour du nucléaire, d'ailleurs. C'est un sujet d'avenir. Mais il y a aussi le fait que la mondialisation a vidé ce pays de ses entreprises et donc d'une partie de ses emplois. Il faut jamais oublier un truc très simple, c'est que le déficit commercial, c'est la différence entre ce que vous vendez à l'étranger et ce que vous importez. Alors, en période de forte reprise de croissance, ce qui est le cas aussi aujourd'hui, comme on produit pas grand-chose, la consommation des ménages, elle a tendance à acheter des produits qui sont à l'étranger. Vous vous souvenez de Michel Jobert qui voulait arrêter l'achat des magnétoscopes à Poitiers. Voilà, on a inventé plus. Mais ce qui est dramatique quand même, c'est que ce déficit commercial, qui d'ailleurs est attendu à 95 voire 100 milliards d'euros en 2022, montre quand même qu'on est devenu un pays de services. Et un pays qui a perdu ses entreprises. Mais derrière la perte d'entreprises, vous avez la perte de savoir-faire. Vous avez des gens qui se trouvent déclassés dans leur job et qui se retrouvent au chômage. Vous avez une crise sociale. Alors ça ne date pas de Macron, puisque le chiffre de 60% c'est sur 3 décennies. Oui. Mais souvenez-vous, il y a bien longtemps, pour les plus anciens, que Valéry Giscard d'Estaing, quand il était président de la République, il avait trouvé que le secteur des machines-outils, il fallait arrêter, vous vous souvenez ? Oui. Et donc la France a arrêté de fabriquer des machines-outils. Bon, ça c'était un premier pas. Vous voyez, la machine... une aberration. Oui, parce que la machine-outil, ça fabrique des outils, et les outils, ça sert à produire. C'est ça. Bon, mais en tout cas, on a décidé ça à cette époque-là. D'ailleurs, l'Allemagne a pris le relais. Oui. Et pour moi, la mondialisation, elle n'est pas du tout heureuse.
La mondialisation, elle a siphonné des savoir-faire, elle a siphonné des entreprises, elle a jeté des personnes dans le chômage, et aujourd'hui, on en paye des pots cassés. Serge Turu, qui était patron d'Alcatel à la grande époque d'Alcatel, il expliquait à qui voulait l'entendre, que, vous savez, c'est le terme anglais faberless. On pouvait faire une France sans unité de production. C'était à la mode. Oui. Et puis ensuite, la crise, l'envolée du digital, tout ce qui était mortard, c'est-à-dire l'industrie lourde, tout ça, c'était has-been. Il fallait faire du clic, c'est-à-dire du digital, et se jeter là-dedans. Donc non seulement on a échoué parce que des licornes, des GAFA, on n'en a pas beaucoup, mais en plus on a vidé ce pays de ses entreprises. Pascal Delima, c'est vrai que l'exemple de la machine-outil, c'est effarant. Ah ben bien sûr, c'est clair, et en plus la France est terriblement coincée dans son positionnement, je dirais, produit, et dans son positionnement géographique. Dans son positionnement produit, parce qu'elle est coincée entre le haut de gamme et les pays à bas coût, entre le bas de gamme, donc elle fait constamment des produits qu'on qualifiera moyenne gamme, et puis cette orientation du moyenne gamme qui est à 60% européenne, alors qu'on pourrait très bien imaginer une diversification géographique aux États-Unis par exemple, ou vers des pays émergents, voilà, et qui ne soient pas uniquement d'ailleurs asiatiques. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un problème de produit, certainement un problème de produit et de positionnement géographique également. Et là, c'est vrai que cette réflexion autour de la place de la France, du Made in France, pour des produits plus haut de gamme et pour une concurrence aussi par le biais des technologies qui auraient dû baisser nos coûts intelligemment, évidemment, parce que baisser nos coûts, c'est aussi quelque part avoir des salaires en moins. Eh bien, aurait dû normalement, cette réflexion aurait dû nous faire avancer un peu plus vite vers de meilleurs résultats. Je tiens à préciser que l'économie, et c'est malheureusement, il faut être cash là-dessus. L'économie, c'est clair qu'on a aussi eu récemment des hausses de salaire quelque part. Hein. Il y a le quoi qu'il en coûte, ça fait de la demande en plus. Donc tout le monde quelque part devrait être content. Moi, j'aime bien la thèse et l'antithèse, vous voyez. Et donc voilà, on paye peut-être aussi quelque part une politique de demande qui va acheter des produits à l'extérieur. Françoise Degois. Moi, je crois aussi que la clé, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, réindustrialiser, tout le monde a bien compris que c'est une chimère, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir tout réindustrialiser. Puis ça prend des années. Ça prend des années. Je suis d'accord avec Eric, ce concept oxymorique de mondialisation heureuse, pour moi, c'est un oxymore. Bien sûr, c'est Alain Minc, évidemment. Et c'est l'inventeur de tous les théorèmes les plus fumeux, le grand penseur de l'économie. Je sens de l'ironie chez vous. Ah bah non, pas du tout, une paille, tu vois. Vous sentez bien. Non, mais tu comprends. Je veux dire, voilà. Moi, je crois que je parle parce que les deux économistes, c'est Pascal et évidemment Eric. J'ai le souvenir d'un pays que j'aime beaucoup, j'ai été souvent, qui s'appelle le Japon. Quand le Japon a vraiment connu ces graves difficultés, le Japon s'en est sorti par la recherche et le développement, la R&D. Et quand j'étais au ministère, notamment de l'agriculture, tous les grands patrons de l'agroalimentaire, d'abord, avaient une attitude assez saine. Les grandes familles de l'agroalimentaire restent en famille, par exemple. On refuse de rentrer en bourse. Je pense à des sociétés comme Andros, pour éviter d'avoir justement à reverser tant de pourcentage aux actionnaires et pour pouvoir dégager beaucoup plus de bien-être pour leurs entreprises et de R&D. Et tous se plaignaient de la difficulté à dégager des budgets pour la recherche et le développement. Je prends à Nestlé Waters, qui est quand même la plus grande entreprise de l'agroalimentaire du monde. Bon, j'ai beaucoup discuté avec les dirigeants de Nestlé Waters, notamment en Inde, où ils participent eux-mêmes à l'élaboration des produits pharmaceutiques indiens. Nestlé Waters, c'est 10% du chiffre d'affaires de Nestlé Waters est consacré à la recherche et au développement. Danone aussi a des gros pourcentages. Au Japon, qui est très éco-friendly, qui est très une boîte comme Suntory qui fabrique Orangina par exemple, c'est incroyable à quel point cette boîte qui est japonaise est en avance sur le développement durable et donc réduit les coûts et travaille sur la recherche et le développement. Je pense, et je me tourne vers Eric et Pascal, je pense que c'est probablement une des clés pour se sortir de ce marasme et réinvestir intelligemment, c'est de dégager de l'argent pour la recherche et le développement. Est-ce que c'est vrai ou faux? Éric Revel et Pascal Huyghe. Françoise, avoir à mon avis une analyse trop binaire, c'est-à-dire que Nestlé, ils ont aussi des actionnaires et ils versent aussi des dividendes. Ça ne les empêche pas d'investir dans la recherche et le développement. Non, c'était deux choses différentes. Il ne faut pas laisser croire qu'il y a les méchantes entreprises qui versent des dividendes et puis les gentils qui font de l'investissement et de l'intéressement pour les salariés. Non, mais là, vous me caricaturez un peu comme une rouge que je suis. C'est plus compliqué que ça. Maintenant, vous êtes d'accord sur le caractère très simple des grandes entreprises agroalimentaires. C'est que parfois, on a délocalisé jusque y compris nos centres de recherche
recherche et C'est développement. C'est pas seulement un problème de production. On a délocalisé Vous savez, je donne nos centres de recherche et développement ailleurs, pour des tas de raisons. Non pas parce qu'on est moins bien formé en France, mais parce que les coûts aussi sont inférieurs. Absolument. Et si vous êtes une boîte et que vous avez la possibilité Les de faire ingénieurs indiens de la recherche en informatique, par exemple, combien de SS2I ont délocalisé leur centre de recherche et développement en Inde ou en Asie? Il y en a plein. Pascal de Lima et ensuite Olivier d'Artigol. Sur la R&D, Pascal. Non, mais tout à fait. Mais sur la R&D, il y a eu bien évidemment des centres qui se sont installés d'ailleurs au Portugal, que je connais un peu mieux, aussi et on les voit aussi. Il y a des back office aussi qui sont actuellement ce qu'on appelle le nearshoring, qui actuellement s'exporte également beaucoup. Et ça, c'est vraiment des pertes d'emplois. Donc compétitivité dégradée pour des raisons de coût, un mauvais positionnement géopolitique, géographique en termes de produits, et aussi une faiblesse en termes d'entreprises exportatrices. Vous savez, par rapport à l'Allemagne, l'Italie, on a des ETI qui sont assez exportatrices. On a fait des progrès, bien sûr, mais on a fait des progrès. Mais c'est encore insuffisant. Donc, l'une des réponses possibles, c'est ce que vous disiez aussi. Il y a un excellent livre de Jérémy Rifkin, La troisième révolution industrielle. Je ne sais pas si on le voit là. Oui. Voilà, c'est la réponse un peu à la question. C'est que, de toute façon, pour améliorer la compétitivité, il faut accentuer la R&D autour des énergies du futur. Il faut accentuer les investissements en innovation. Il faut faire de l'hybridation, faire que l'environnement soit technologique et que la technologie soit environnementale. C'est exactement l'idée de ce livre. Et c'est vrai que là, on a déjà une solution sur 50% au moins de ce déficit. Alors, ça, c'est vraiment un élément qui me paraît essentiel. Olivier d'Artigol. Sur recherche et développement, oui, d'autant plus que des entreprises ont capté des crédits d'impôt. J'allais te le dire. Moi, je demanderais vraiment un gros travail. Il y a eu des enquêtes parlementaires menées sur le sujet, mais un gros travail d'enquête et de transparence sur l'utilisation de ces sommes-là. J'ai défendu récemment, comme élu local, une entreprise de la sous-traitance aéronautique sur l'agglo de Pau. Et les syndicalistes, les salariés m'ont indiqué, mais vous savez, il y a 3 ans, on a fermé le bureau d'études et de développement. Et ça a été le début de l'affaire. On était positionnés sur des segments sur le programme Airbus très fin. On nous a enlevé ça. On a perdu la compétitivité. Premier point. Second point. Il y a eu quand même 60 milliards d'euros depuis 2013 d'allègements sociaux, fiscaux et sociaux pour les entreprises. On nous avait vendu tous ces dispositifs en nous disant que ça aurait un effet très positif sur pas uniquement l'amélioration de la balance commerciale, mais aussi sur le redressement productif de la France. Là aussi, je demande qu'il puisse y avoir un point d'étape pour voir en quoi ces politiques qui auraient pu fonctionner, allez, je n'ai pas d'approche dogmatique, pourquoi pas, elles ont dysfonctionné dans le sens où notre pays continue à se désindustrialiser. Et après, je pense que je ne suis pas, et je fais court, sur l'idée que la France peut, à elle seule, se réindustrialiser sur tous les segments. Je pense que l'absence de vision européenne pour faire face, notamment sur ce qu'on a vécu sur la crise sanitaire, est un problème. Et puis Sanofi, par exemple. Prenons Sanofi. Sanofi, 300 sur les 10 ans, 300 emplois détruits par an et la recherche-développement massacrée. Pascal de Lima. Oui, il y a aussi cette question des avantages comparatifs. C'est comme on n'a pas d'Europe. Ça, c'est Ricardo. Oui. Bien sûr, Ricardo. L'économiste. Ouais. Pas l'ancien footballeur brésilien. Non. C'est Ricardo. Comme Pascal de Lima est fan de foot, les avantages comparatifs de Ricardo. Il n'était pas blessé, là, bien sûr, la saison. Marc Blog, Histoire de la pensée économique, mon cher Pascal. Oui, tout à fait. Je me souviens, il y a un livre assez épais, d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, effectivement... ça s'appelle un pensum, un livre assez épais. Hein. C'est un étouffe chrétien, enfin, ce que vous voulez, un étouffe économiste. Pascal de Lima. Mais c'est vrai que cette question des avantages comparatifs, comme il n'y a pas d'Europe coopérative, on ne sait plus identifier pour chacun des pays des avantages comparatifs. Donc c'est le tout concurrentiel dans tous les domaines. Et à ce jeu-là, la France y perd. Alors qu'elle a des avantages comparatifs, la capacité en termes les ingénieurs, et bien évidemment l'informatique, la formation, le capital humain, nos écoles, le service public, tout ça, ce sont des avantages comparatifs sur lesquels on pourrait s'appuyer. Mais comme c'est la concurrence libre et sauvage, on est concurrencé de plein fouet par tous les pays sur ces différents domaines sans tenir compte des vrais avantages comparatifs. Mais on ne parle jamais de la compétitivité hors coût. On parle avec un seul critère. On n'en parle pas. Bien sûr, avec un seul critère, c'est il faut que ce soit moins cher. Il faut que ce soit moins cher. Mais au bout d'un moment,
Voilà. Moi, je voulais juste dire, ça c'est vraiment mon expérience pendant des années, l'agroalimentaire je connais très bien, c'est la plus grande industrie derrière l'automobile, c'est vraiment, c'est 1 500 000 emplois non délocalisables, donc c'est vraiment très puissant. Ce que j'ai constaté pour avoir fait à peu près le tour du monde dans toutes les foires agroalimentaires de la planète, de Shanghai à Moscou en passant, il y a un problème français aussi de solidarité. Je vois comment les pavillons italiens, comment les entreprises italiennes s'épaulent avec le géant qui prend sous son aile, même pas l'ETI, mais la PME de Bologne en devenir, et qui l'emmène, qui l'entraîne, qui la soutient, qui la promeut. Nous n'arrivons pas à faire cela en France. C'est-à-dire, les grands en France n'aident pas les petits et n'aident même pas les moyens. Non, mais c'est un vrai sujet. Je vais prendre un exemple pour aller dans votre sens. Quand un président de la République française se rend à l'étranger, il amène des patrons du CAC 40. Quand un chancelier allemand ou une chancelière allemande part à l'étranger, il emmène des patrons de TI. Mais j'allais vous le dire. Alors, le TI, on a des forces, l'agroalimentaire, par exemple, on a perdu énormément de marchés. Je pense notamment sur le vin avec les entrées de gamme. Les Australiens, les Chiliens surtout. Voilà. Les entrées de gamme aussi. On perd énormément, on se fait tailler des croupières, non pas sur la qualité, parce qu'on peut dire que, honnêtement, la France, en plus, le repas à la française est patrimoine mondial de l'UNESCO, immatériel. Fabien Roussel dira pas le contraire. Non, mais nous sommes vraiment des champions dans ce domaine. Mais nous arrivons à perdre sur la R&D parce que pour se mettre, comment dirais-je, en raccord pour gagner des marchés, notamment des grands marchés, pour savoir quels sont le goût des clients, nous perdons sur la R&D et nous perdons sur cette solidarité interprofessionnelle qui ne fonctionne pas en France ou très mal. Vous êtes d'accord ou pas ? Et je vais vous faire une remarque donc très courte pour Françoise. Je vais vous poser une question très courte pour une réponse très courte aussi, Pascal de Lima. Oui. Pour répondre à Françoise rapidement, je vais vous poser une question. Vous êtes d'accord sur le manque de solidarité et sur le fait que cette organisation... Manque de solidarité à l'intérieur de la France, manque de solidarité entre l'Allemagne et la France. À l'intérieur de la France et également entre les pays européens. Je veux dire, quand on a un appel d'offres qui est émis, je ne sais pas si vous voyez, l'Allemagne est en concurrence avec la France sans respecter absolument aucun principe des avantages comparatifs. Donc c'est interne et c'est aussi au sein de l'Union européenne. Alors on ne va pas faire tout catastrophisme, mais ça fait quand même 2 bonnes raisons pour que ça se passe mal, quoi. Que ça se passe moins bien. On perd des marchés là où on devrait en gagner, en tout cas, ou les consolider. Ou les consolider. On est fragilisé alors qu'on devrait les consolider. J'aurais pas le temps de poser ma question à Pascal de Lima, mais je vais juste faire la remarque. Quand on voit le déficit automobile, c'est quand même hallucinant. La fiscalité écologique en France avantage les voitures importées plutôt que les voitures françaises. Vous avez un positionnement de la voiture française. Excusez, Pascal de Lima est très juste. Et pour les voitures, c'est encore plus vrai. Il n'y a pas d'élasticité à la vente pour les voitures allemandes, parce qu'elles sont considérées comme haut de gamme, de qualité, solide. C'est vrai. Et vous êtes prêt à payer plus cher pour une voiture allemande que pour une voiture française. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'inélasticité au prix, mon cher Pascal. Exactement. Ouais. Eric, et l'aberration la plus totale, on a peut-être la meilleure viande au monde. Je crois que c'est le cas, vous me confirmez ou madame? Bien sûr, bien sûr. On exporte cette viande pour importer de la viande de mauvaise qualité. Nous avons les meilleurs poulets, nous importons des poulets brésiliens. Absolument, vive le poulet du Gers en particulier. Abattu par des travailleurs tchèques en Bretagne. Merci beaucoup Pascal de Lima, économiste. Verdict sur Twitter, déficit commercial le record. Est-ce la preuve du déclassement de la France? Vous êtes 95,2% à dire oui. Même sous Tito, on n'osait pas des sports comme ça. Pour la chronique présidentielle de Philippe Rossi.